Salut, la pragmatime. Alors l'heure est grave, l'heure est très grave. Puisqu'il va vous falloir faire des stocks. Et oui, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon anticipation d'un effondrement. Ce n'est pas mon projet d'autonomie, ce n'est pas mon projet de décroissance qui vous le dit. Non, non. C'est l'Union européenne qui vous le dit et qui vous j'allais dire vous le concède. Non, elle vous le concède pas, il vous le demande, il vous le demande. Faites des stocks, par pitié, faites des stocks de nourriture avant une crise majeure. Mais quelle est cette crise? Quelle est cette crise que l'Union européenne craint? Est-ce une révolte populaire? Est-ce qu'ils commencent à prendre au sérieux ce que disaient les agriculteurs, c'est-à-dire on va affamer les villes? Est-ce que ce sont ces crises-là qu'ils redoutent? Officiellement, non. Étrangement, ça tombe quelques temps avant le 15 novembre, le fameux 15 novembre où les agriculteurs ont dit on va bouger. Et on va affamer les villes. Quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi les agriculteurs leur laissent du temps. C'est juste de la folie. Pourquoi les agriculteurs, en tout cas les syndicats, font en sorte que les agriculteurs ne bougent pas avant le 15 novembre? Et pourquoi les agriculteurs écoutent leurs syndicats? C'est-à-dire, on va faire ça, préparez-vous. Comme quand on va aller à Rungis. On va aller à Rungis. Vous pouvez remonter les blindés là-haut pour vous préparer à nous accueillir, s'il vous plaît. Enfin bref, on va faire le tour de tout ça. Européens, faites des stocks de nourriture avant une crise majeure. Alors, quelle est cette crise selon eux? Comment préparer 450 millions d'Européens aux crises majeures? L'ancien président finlandais Sauli Niinisto a remis à la Commission européenne un rapport sur la préparation civile de l'Europe. Et si la sécurité de l'Europe commençait dans votre cuisine? Non, c'est pas vrai. Attends. La nourriture et l'eau seraient la base d'une survie? Non. C'est pas vrai. Raconte un peu, qu'est-ce que vous avez découvert à l'Union européenne? Eau, nourriture, abri? C'est bien ça? Oui, c'est la base de la pyramide de Maslow. Merci beaucoup. Ah, oh bah heureusement que vous êtes payé des dizaines de milliers d'euros avec nos impôts. Oh bah merci. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans vous? Peut-être que mon projet d'autonomie n'en serait pas là où il en est, que mes stocks ne seraient pas là où ils en sont. Si je vous avais pas. On n'a pas attendu sur vous en fait. Hein. Le rapport remis par Sauli Niinisto à la Commission européenne fait une recommandation aussi simple qu'ambitieuse. Chaque foyer européen devrait être capable de tenir 72 heures en autonomie en cas de crise majeure. 72 heures. 3 jours. 3 jours en autonomie. Alors, il faut savoir qu'on survit très bien 15 jours sans manger. Ah, tu vas maigrir, hein, mais tu vas survivre. Et on survit 3 jours sans boire. Au-delà des 3 jours, tu commences à avoir... Tu meurs, hein, tu meurs. Au-delà déjà des 24 heures, tu commences à avoir des problèmes. Au-delà des 48 heures, t'auras des gros problèmes, mais tu survis. 72 heures. C'est un mois, minimum, qu'il faut prévoir. Un mois minimum. Alors vous allez me dire, ouais, ça se fait pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain que je peux aller acheter de quoi tenir un mois. Bah non, c'est pas du jour au lendemain, non. Non, bah non. Bah non. Tu crois que mes stocks, je les ai achetés hier? Tu crois que mes stocks, je les ai faits hier? Tu crois que mes stocks, je les ai préparés hier? Non. Et j'ai même bien plus d'un mois, moi. Hein. Personnellement, j'ai entre 3 et 6 mois, ça dépend comment on va manger, ça dépend s'il y a coupure d'électricité ou pas. Je vous explique. Pendant toute une époque où je ne produisais pas assez de nourriture, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on achetait toujours un truc en plus.
boîtes de conserve, des trucs comme ça, tu vois. On a loué un pourcentage en plus pour la nourriture. C'est-à-dire qu'on a 160 € par mois. Oui, déjà, on bouffe pour pas beaucoup par mois, oui, déjà, pour 3 personnes. Et on se disait, ben, on met 20 € de plus. 20 € de plus, où on achète, voilà, des denrées alimentaires. Qu'on stocke. Alors, c'est des produits secs, hein, ou des conserves. Voilà, c'est ça. C'est ou produits secs ou conserves, parce que ça doit se conserver longtemps. Au bout d'un certain temps, on avait assez de stock en conserve ou en produits secs. Alors sur les conserves, qu'est-ce que tu fais? Bah t'essayes de faire un roulement quand même. Essayer de, tu vois, les premières rentrées, qu'elles soient les premières à sortir. Donc on consomme ce qu'on a stocké. Et puis après, quand on les consomme, on en remet des nouvelles, tu vois. Ensuite, bah ça c'est fait, ok. Eh bien, on produit maintenant beaucoup de nourriture. On a des congèles archi pleins de poêlés, de demi-cochons. Oui, on fait on fait des demi-cochons, on les prépare et on les stocke. On a une oie, on a 2 oies au congélateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux coffres, tu vois, les congélateurs coffres pleins, archi pleins à craquer. Oui, heureusement, j'ai pas attendu l'Union Européenne pour me mettre en marche. Hein. On a des boissons, bien sûr, hein, l'eau est importante. Pas de boissons alcoolisées, ça c'est sûr. On a du sucre et on a du sel, voilà. En gros, c'est à peu près ça qu'il faut tabler. On a du riz, ça rentre dans les produits secs. Hein. Donc tout ce qui est farine, sel, sucre. Ensuite, vous allez taper dans le riz, les céréales, les lentilles, les pois chiches, les haricots, tout ce qui est sec, tu vois. Et ensuite, eh bien, congélateur, viande, poêlée, etc. Parce que, ben, pourquoi des poêlés? Ben parce qu'en fait, maintenant qu'on produit énormément, on fait des semaines entre 50 et 80 heures, on n'a plus le temps de préparer des bocaux ou quoi que ce soit. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des poêlés, ensuite on les met en sachet, et ensuite on les met au congèle. Ah, tu vas me dire, ouais, si t'as une coupure de courant, t'es bien comme un con. Eh non, j'ai des panneaux solaires. Voilà. Chaque foyer européen devrait être capable de tenir 72 heures en autonomie en cas de crise majeure. Nourriture aux médicaments. Ah, les médicaments aussi, ça on a prévu. Eh oui, on a prévu les médicaments. On a des stocks d'antidouleurs, on a des boîtes de secours. On a des antibiotiques qu'on a récupérés, même les antibiotiques périmés peuvent encore servir, sont juste moins puissants, mais ils peuvent encore servir. Il y a pas mal de médicaments comme ça qui, arrivés à la date de péremption, peuvent encore servir, mais il faudra savoir qu'ils sont moins puissants qu'avant. Et en plus de tout ça, on a tout un bouquin des remèdes du Moyen-Âge. Les remèdes du Moyen-Âge, je parle de vrais remèdes, hein. C'est-à-dire quelle plante sert à soigner quoi. Et des plantes du coup qu'on a plantées. Cette préparation individuelle n'est pas du catastrophisme, mais le premier maillon d'une chaîne de résilience à l'échelle du continent. Oh merde alors, attends, tu veux dire que ceux qui alertent sur un effondrement possible avaient raison? Non! Sans déconner! Sans déconner! C'est fou, non mais c'est... Mais il y aura rien, il y aura... Même l'Union Européenne le dit, il risque d'y avoir quelque chose. La préparation ne peut réussir qu'avec la participation active des citoyens, insiste l'ancien président finlandais. Alors là, ce qu'on vous dit en fait, ce qu'on vous dit en sous-titre, c'est que bah, s'il y a urgence, ne comptez pas sur l'armée en fait. C'est-à-dire que même les pays d'Afrique sont mieux organisés que l'Europe. Oui, les pays d'Afrique, ils ont quand même réussi à mobiliser l'armée pour distribuer des denrées alimentaires. Hein. Bah ça, même nous en Europe, on serait pas capable de le faire. Non, c'est pas mal. L'idée est intéressante. Un message qui résonne particulièrement dans son pays où la culture de la préparation civile reste vivace. Quand on partage 1340 km avec la Russie de Vladimir Poutine, on ne pense pas forcément, comme un Français, à l'abri de la dissuasion nucléaire. Ursula... Alors, je te rassure, si tu prends une bombe nucléaire sur la gueule, ça sert à rien d'être préparé. Tu n'es pas préparé à prendre une bombe dans la tronche. Hein. Ursula von der Leyen, en confiant il y a 7 mois, la rédaction de ce rapport à Sauli Niinisto savait très bien ce qu'elle faisait. Le prisme finlandais d'un péril imminent et permanent imprègne le document.
Mais le péril civil dans un monde au climat déréglé devient tout aussi imminent à l'ouest, comme nous le rappellent les inondations fulgurantes qui endeuillent l'Espagne ces jours-ci. Faudra-t-il se doter de bouées ou de canaux de sauvetage gonflables dans des zones inondables, voire dans les coffres d'automobiles à côté du triangle orange, puisque les inondations espagnoles ont causé des morts parmi ceux qui ont été surpris au volant et emportés par les flots déchaînés. Alors bien sûr, hein, tu vois, c'est le changement climatique en fait qui fait qu'il faut que tu te prépares pour juste 72 heures. Hein. Le changement climatique va durer 72 heures. Oui, bien sûr. Ah oui, pourquoi pas. Pour Soli Ninisto, il ne s'agit pas d'alimenter des peurs, mais au contraire de renforcer la confiance des citoyens préparés. Ah oui, non, c'était pas un point. Au contraire de renforcer la confiance, des citoyens préparés sont des citoyens plus résilients face aux crises. L'Europe tirerait ainsi les leçons de la pandémie du Covid-19. Non. Non, vous n'en avez tiré aucune leçon en vérité. Au cas où il y a un autre Covid, soyez prêts pour 72 heures. On a été confinés combien de temps déjà? 72 heures? Non, bien plus que ça. Oh putain de bordel de merde. Oh, je sens que ça va être épique cet article. Qui a mis à jour son impréparation? Pas de masque, pas de gants. La découverte de vulnérabilité en matière de médicaments. Alors, masque, gants, on avait. Alors pas le masque à gaz, hein, mais comme on bricole, nous, on a des masques anti-poussière, bien entendu. On a des gants, forcément. Même des gants en nitrile, au cas où. Puisque moi, je faisais aussi du modélisme, donc j'avais des gants pour faire des trucs en résine, tu vois. Donc tout ça, j'avais encore. Mais en fait, c'est pas les civils qui sont pas préparés. C'est vous. Et les hôpitaux qui n'ont pas pu accueillir. Et vous avez encore viré des lits. Mais en fait, ils demandent aux civils de préparer ce que eux sont incapables de mettre en place pour la collectivité. Et on paye des impôts, hein. On paye des impôts pour les hôpitaux. On paye des impôts pour l'armée. On paye des impôts pour la police. On paye des impôts pour tout ça. Et on nous dit aujourd'hui, en fait, s'il arrivait une catastrophe, démerdez-vous. Donc encore des manques de lits d'hôpitaux, on en a encore fermé, etc. Le rapport Ninisto n'est pas le premier du genre. Michel Barnier, en 2016, avait aussi rédigé un rapport sur la préparation aux crises, mais il fut ignoré par les dirigeants européens et fut rangé dans le tiroir, sans fond des oubliettes. Le rapport Ninisto connaîtra-t-il le même sort? Pandémie, climat déréglé et guerre, le trio infernal. Trois cavaliers de l'apocalypse. Maladie, guerre, famine. Et il manque mort, qui est la finalité hein, finalement du trio. Hein. Donc c'est ça, leur prétexte. Ça va être qu'il y ait des pandémies, que le climat se dérègle, ou qu'il y ait une guerre. Donc soyez prêts pour 72 heures. 72 heures, c'est 3 jours. 3 jours. S'il y a une guerre, elle va pas durer que 3 jours. Si le climat se dérègle, ça va pas durer que 3 jours. Et s'il y a une pandémie, encore une fois, ça ne va pas durer que 3 jours. Rappelez-vous de combien de temps on a été confinés. Et c'était pas une véritable pandémie. S'il y a quelque chose s'approchant de près ou de loin à une peste, c'est pas 3 jours qu'il va falloir préparer. C'est 3 mois. En tout cas, son diagnostic est largement partagé. Depuis le début de cette décennie, l'UE a connu la pandémie la plus grave depuis un siècle. Bah non. La guerre la plus sanglante sur le sol européen depuis 1945. Non, l'Ukraine n'est pas européenne. Et l'année la plus chaude jamais enregistrée. Un triptyque infernal qui laisse entrevoir une Europe dangereusement vulnérable et largement dépendante. Ouais, faute à qui? Faute à qui? Faute à qui? Alors, on vous dit, oh, merde! Oh merde! L'Europe est devenue dépendante. Parce que l'Europe a flingué les industries. Donc du coup, les industries se sont barrées à l'étranger. L'Europe a flingué les hôpitaux.
L'Europe a flingué l'éducation. L'Europe a flingué les médecins. L'Europe a tout flingué. Et là, ils se disent « Ah merde ! Du coup, comme on a tout flingué, on est devenu dépendant des autres, sans rire. » Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de flinguer l'agriculture pour qu'elle se barre à l'étranger. C'est... Des génies, des génies. C'est comme si je foutais le feu chez moi et que je me disais « Merde ! Merde ! Bah du coup, je vais être dépendant de quelqu'un d'autre pour me trouver un toit. » Mais vous êtes cons au bout d'un moment. Et on les paye avec nos impôts, ces gens-là. Voyons les chiffres. L'UE importe 97,6% de son gaz naturel, 97,7% de son pétrole et 100% de son uranium. Alors ça c'est pareil, hein. On avait normalement les réacteurs nouvelle génération qui étaient capables de manger les déchets de nos centrales nucléaires. Et on avait pour 2000 ans d'énergie déjà sortie du sol. On ne dépendait plus des imports d'uranium. On ne dépendait plus de ça. C'est parti où? Ah bah oui, bah les écologistes ils sont pas pour le nucléaire. Donc ben voilà, ça c'est mis sous le tapis, ça a été racheté par Bill Gates. Merci les écolos. Une dépendance énergétique critique qui s'accompagne d'un inquiétant déséquilibre militaire. Vous avez flingué l'armée aussi! En 2024, les dépenses de défense russes atteignent 388 milliards de dollars, en parité de pouvoir d'achat, presque autant que 428 milliards des membres européens de l'OTAN réunis. Poutine a clairement fait comprendre, il y a déjà 10 ans, qu'il nous voit, nous les Occidentaux, comme faibles. On est faibles. Vous nous avez affaiblis. Les coupes budgétaires dans la défense, les coupes budgétaires dans la police, les coupes budgétaires dans les hôpitaux, parce que s'il y a une guerre, qu'est-ce que tu crois qu'il va y avoir? Bah des blessés, connard! Nous les Occidentaux comme faibles, et donc l'Occident est faible. Oui, l'Occident est faible. Il semble vraiment penser de cette façon. Nous devons changer cette perception, avertit Ninisto. Ben sortez de l'UE. Se passer de l'oncle Sam. Si nous ne faisons pas tout notre possible pour notre propre sécurité, nous ne pouvons pas attendre des autres qu'ils le fassent pour nous. C'est un principe survivaliste, ça. Hein. Si tu ne t'es pas préparé toi-même, n'attends pas que les autres gèrent ta sécurité, gèrent ton alimentation. Ah bref. Poursuit-il, anticipant l'évolution inexorable des États-Unis, quel que soit le vainqueur des élections américaines du 5 novembre. Tous les chancelleries européennes savent que les États-Unis pourraient être moins présents en cas de crise simultanée avec la Chine en Asie. Elles le savent, mais l'anticipent-elles? Le rapport préconise l'intégration systématique de modules sur la préparation aux crises dans les programmes scolaires, incluant la cybersécurité, l'éducation aux médias et la résilience face à la désinformation. Ah oui, leur fameuse fake news. Hein. Qui décide de quoi est une fake news et qui décide de qu'est-ce qui est une réelle news? Eh bien encore une fois, c'est l'Union Européenne. Hein. Malheureusement, durant la pandémie, on s'est rendu compte que finalement les fake news avaient juste raison 6 mois avant. Et vous avez perdu toute crédibilité par rapport à ça. Même les éminents zététiciens se sont ramassés les pieds dans le tapis. Une génération d'Européens mieux armés face aux menaces hybrides. Le prix de l'imprévoyance. Les crises récentes ont démontré le coût exorbitant de l'imprévoyance. La pandémie de Covid-19 a amputé le PIB de la zone euro de 16%. Vous l'avez voulu. Hein? Le quoi qu'il en coûte. Vous l'avez voulu. Le peuple n'en a pas voulu de ça. Ursula, les SMS là avec Pfizer. C'est pas nous qui avons commandé des je sais pas combien de millions là de vaccins. Hein? Les événements climatiques extrêmes ont coûté 650 milliards d'euros à l'UE entre 1980 et 2022, dont 112 milliards sur la seule période 2021 à 2022. A l'inverse, chaque euro investi dans la préparation aux pandémies génère 13,30 € de retour sur investissement selon un rapport. Attends. Chaque euro investi dans la préparation aux pandémies génère 13,30 € de retour sur investissement.
Par quel moyen? Quand tu achètes des doses de vaccin, tu as 13,30 € en retour. C'est quel moyen? Par quel biais? Quel levier? L'investissement premier est chiffré. 500 milliards d'euros de dépenses supplémentaires dans la défense sur 10 ans. Ben, il serait temps. La création de 2 nouveaux fonds est proposée. Une facilité Europe de la défense. Oh putain. Ils vont, sous prétexte de ça, nous créer une armée européenne. Et une facilité Europe de la sécurité. Voilà. Armée européenne, police européenne. C'est pas contre la Russie qui se battent, c'est contre le peuple. Objectif. Consacrer au moins 20% du budget européen à la sécurité et à la préparation aux crises. Sur ce point, la présidente von der Leyen a estimé qu'il ne fallait pas prendre ce chiffre au pied de la lettre, mais comme un objectif. Une nouvelle architecture de sécurité. Au niveau institutionnel, le rapport préconise la création d'un hub central de la gestion de crise et d'un service européen de renseignement. Les partenariats publics-privés doivent être renforcés, notamment pour constituer des stocks stratégiques européens. La coopération UE-OTAN doit être approfondie tout en préservant l'autonomie de décision européenne. Parmi les projets phares identifiés, comme projet de défense d'intérêt commun, le rapport met particulièrement l'accent sur la défense aérienne. Un bouclier antimissile aérien partagé entre les 27 constituerait non seulement une contribution majeure à la sécurité collective, mais aussi un moyen de renforcer la base industrielle de défense européenne à travers la coopération. Mais comment le financer? Un emprunt commun est-il de nouveau justifié? Mais arrêtez de creuser la dette. Arrêtez de creuser cette putain de dette. Ursula von der Leyen, interrogée mercredi à ce sujet, écarte ce moyen, car elle sait que l'Allemagne et les pays frugaux l'écartent d'emblée. La présidente de la Commission préfère s'en tenir à une méthodologie prudente dans ce domaine où les États membres veillent à préserver leur totale souveraineté. Vraiment, est-ce qu'on arrive à préserver notre souveraineté? Non mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez qu'on arrive à préserver notre souveraineté? L'Europe nous étouffe. Nous devons d'abord avoir une discussion. Y a-t-il des projets majeurs d'intérêt européen communs? Commence-t-elle? Avec le souci de ne pas brûler les étapes. Par exemple, un bouclier de défense aérienne pour une Union européenne. Si c'est le cas, et que c'est une vaste nécessité transfrontalière, est-ce que nous les considérerions comme un projet européen commun que nous voulons faire avancer ensemble? Enfin, on en vient aux finances, et il y a 2 façons de financer, soit des contributions nationales, soit de nouvelles ressources propres à ajouter au budget européen. Donc, pas d'emprunt commun. Le monde qui nous entoure n'attendra pas que l'Europe soit prête, prévient Soli Niinisto. Cette mise en garde finale résume l'urgence de la situation face aux régimes autoritaires qui perçoivent l'Occident comme faible. L'Europe doit démontrer sa résilience. Le rapport Niinisto pose les bases d'une véritable union de la préparation. Concept qui devrait être au cœur du prochain mandat de la Commission européenne. Reste à voir si les États membres auront la volonté politique de suivre ces recommandations ambitieuses. Le coût peut sembler élevé, mais comme le souligne le rapport, il sera toujours infiniment moindre que celui de l'impréparation face aux crises majeures qui s'annoncent. Et donc, nous voilà en bas de l'article. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, cet article me fait penser qu'ils se foutent de notre gueule, parce qu'être préparé pour 3 jours, toi, personnellement, si tu es préparé pour 3 jours, tu crèves, hein. Tu crèves, hein. 3 jours, c'est rien en définitive. Une semaine, déjà, c'est quelque chose. Et encore que, c'est vraiment le minimum du minimum. Tu penses bien que si une guerre éclate, c'est pas avec une semaine que tu vas tenir. Quand je vois tous les gens aller tous les jours au magasin, c'est-à-dire qu'ils ont que 24 heures de vivre, mais vous êtes où les mecs? Mais vous êtes où? Vous vivez sur quelle planète? De l'autre côté, j'ai pas l'impression que ce soit fait pour notre sécurité. C'est fait pour mettre les bases d'une police européenne et d'une armée européenne. Alors aujourd'hui, en France, on a une police qui est encore sympathique. Pourquoi? Parce qu'elle est française. Donc elle sait dans la merde où on est. Elle comprend la douleur qu'on vit quand elle doit intervenir.
Alors je dis pas qu'il n'y a pas des cow-boys hein, dans la police. Je dis que globalement, elle est sympathique. Va dans d'autres pays, tu comprendras ce que c'est qu'une police qui est vraiment dure. Il faut savoir que dans le passé, on avait des polices plutôt locales. Alors pourquoi maintenant la police est devenue nationale? Parce que quand tu avais des polices locales, c'était forcément le policier, celui qui représentait l'ordre, quelqu'un qui connaissait les gens du coin. C'était de la famille, des cousins, des machins, etc. Résultat, quand on l'envoyait mater une révolte, il avait du ressentiment à taper sur de la famille. Donc on a créé la police nationale. Comme ça, si t'envoies quelqu'un de Normandie taper sur des personnes à Nice, tu comprends que il a aucun attachement. Mais aujourd'hui, l'attachement est plus national. C'est-à-dire que maintenant on vit des telles crises que on est tous dans la merde. On le ressent tous, tout se délite, on paye les choses de plus en plus cher, on est taxé de plus en plus, les coupes budgétaires dans les, justement, infrastructures régaliennes, hein, l'éducation, la sécurité, la santé, sont tellement visibles que tout le monde le voit, hein, tout le monde le voit. Et donc, quand les flics interviennent sur une révolte qui gueule après les retraites, qui gueule après, justement, les problèmes de santé, etc., les flics comprennent aussi que c'est une révolte qui est normale, qui est saine. Maintenant, imagine, on t'envoie des Italiens sur la gueule. Oui, si on fait une police européenne, les mecs seront pas forcément français. T'auras des Français dans le lot, mais t'auras aussi des Italiens, t'auras des Roumains, t'auras des machins. Ils parlent même pas ta langue, ils comprendront même pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Il va se passer que tu vas en prendre plein la gueule. Et t'auras beau essayer de te justifier, de gueuler, de... Ils comprennent pas la langue. Et donc on est en train d'arriver à ça. Je pense que ça, c'est les bases. Là, ce qui nous prépare, c'est les bases de ça. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, en tout cas moi ça m'annonce pas des lendemains qui chantent. Dis-moi ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire. Partage-moi tout ça, débattez-en entre vous, hein, dans le respect mutuel. Et puis si tu es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, ou vérifier que tu es encore bien abonné. Puis tu peux liker, ou disliker, hein, c'est ton pouce, c'est toi qui vois ce que tu en fais. Et puis tu peux aussi clocher, comme ça tu ne rateras aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.